Quand on pense au pouvoir absolu, un nom vient souvent à l'esprit. Louis XIV. Il est l'icône du monarque tout-puissant, un roi dont le règne a défini toute une époque. Mais voilà, derrière la façade éblouissante du roi Soleil, il y a une histoire bien plus complexe. Une histoire de pouvoir, oui, mais aussi de guerre, et d'un coup absolument immense. Alors ce portrait, ce n'est pas juste une peinture. Non, non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable déclaration de pouvoir. Chaque détail est pensé pour impressionner, pour affirmer une autorité sans partage. Son image, son apparence, c'était un outil politique, un instrument au service de son règne. 72 ans, 110 jours. Il faut prendre un moment pour réaliser ce que ça représente. C'est tout simplement le plus long règne de l'histoire pour n'importe quel monarque, n'importe où. Ça donne le vertige, et ça nous montre à quel point son influence a été colossale sur la France, mais aussi sur toute l'Europe. La question, c'est comment a-t-il fait? Comment a-t-il tenu si longtemps? Eh bien, tout repose sur une idée centrale, un concept qui va définir tout son règne, l'absolutisme. Pour lui, c'était simple, son pouvoir ne venait pas des hommes, mais de Dieu lui-même. C'est ce qu'on appelle le droit divin. Et ça, bien sûr, ça le plaçait au-dessus de tout et de tout le monde. Mais attention, cet homme au pouvoir si affirmé, cette poigne de fer, ça ne vient pas de nulle part. Pour comprendre le roi, il faut d'abord comprendre l'enfant. Et son enfance, elle a été marquée ou fer rouge par la guerre civile. Cette guerre, c'est la Fronde, une période de chaos total où les nobles se rebellent contre le pouvoir royal. Et le jeune Louis, encore enfant, va vivre un véritable traumatisme. Avec sa mère, Anne d'Autriche, il est obligé de fuir Paris en pleine nuit. Un roi en fuite dans sa propre capitale. On imagine à peine l'humiliation. Eh bien, cette humiliation, il ne l'oubliera jamais. Jamais. Elle va devenir le moteur de toute son action politique. Et c'est ça qui est fascinant. Un événement personnel, une peur d'enfant, qui va littéralement modeler la politique d'un royaume pour des décennies. Cette haine de Paris, cette méfiance envers les nobles, tout vient de là. C'est la naissance de son obsession pour le contrôle. Un contrôle total et absolu. Alors, pour asseoir ce contrôle, il lui fallait un outil. Mais pas une armée, non. Quelque chose de bien plus subtil et de bien plus puissant. Un palais. Versailles. Et il faut bien comprendre que Versailles, c'était beaucoup plus qu'une simple résidence royale. C'était une véritable machine de guerre politique. Quand on regarde Versailles, on voit l'or, le marbre, les jardins immenses. On pourrait penser que c'est juste du luxe, de la vanité. Mais pas du tout. C'était une stratégie. L'objectif, c'était d'éblouir, d'écraser littéralement quiconque entrait. Chaque dorure, chaque miroir, chaque fontaine criait une seule chose, la puissance et la gloire du roi. Et le coup de génie de Louis, il est là. Il va attirer toute la haute noblesse à Versailles, ces mêmes nobles qui s'étaient rebellés contre lui. Et il va les piéger. Comment? En les occupant avec des rituels sans fin, des questions d'étiquette. Leur vie entière tournait autour du roi. Ils ne complotaient plus pour le pouvoir, non. Ils se battaient pour obtenir une faveur, un regard, un mot du roi. Versailles, c'était leur prison. Une prison dorée, certes, mais une prison quand même. Voilà comment il a perfectionné la monarchie absolue. Le système existait avant lui, mais il l'a porté à un niveau jamais atteint. D'ailleurs, à la mort de son principal ministre, le cardinal Mazarin, sa première décision a été de dire « Il est temps que je les gouverne moi-même ». Fini les intermédiaires. Le pouvoir, c'était lui et lui seul. Bon, on a vu la lumière, la gloire, le soleil. Mais toute cette grandeur a un prix, et un prix très lourd. Il est temps maintenant de regarder l'autre côté du miroir, de parler de l'ombre du roi Soleil. Parce que le règne de Louis XIV, c'est aussi un règne de guerre. Des guerres quasi permanentes. Guerre de Dévolution, guerre de Hollande, guerre de la Ligue d'Augsbourg. La liste est longue. L'objectif était toujours le même, la gloire, l'expansion du royaume. Mais le résultat, lui aussi, était souvent le même, un pays vidé de ses ressources, à genoux financièrement. Et cette obsession du contrôle, elle ne s'arrêtait pas aux frontières ou à la noblesse, elle touchait aussi la foi. La France connaissait une certaine tolérance religieuse avec l'édit de Nantes. Louis va balayer tout ça d'un revers de main. Son royaume devait avoir un seul roi, une seule loi et une seule foi. Ce fut le début d'une persécution terrible contre les protestants, les huguenots. Le chiffre fait froid dans le dos. 200 000, c'est le nombre de protestants qui ont dû fuir le pays. Et attention, ce n'était pas n'importe qui. C'était souvent des artisans, des commerçants, des intellectuels, des forces vives de la nation. C'est une véritable saignée économique et intellectuelle que la France s'est infligée à elle-même. Et bien sûr, tous ces talents sont allés enrichir les pays voisins.
les ennemis de la France. On avance donc vers la fin de ce règne interminable. Et les dernières années sont particulièrement sombres. C'est une période de deuil personnel terrible, sur fond d'un pays complètement épuisé. Le roi Soleil, qui semblait immortel, va voir la mort frapper tout autour de lui. Il va perdre son fils, l'héritier du trône, puis son petit-fils. Le roi qui a survécu à tout le monde se retrouve avec un unique successeur direct, son arrière-petit-fils, un enfant de 5 ans. Tout l'avenir de la dynastie repose sur cette toute petite tête. Donc, au final, quel bilan tirer? C'est incroyablement complexe. D'un côté, oui, il a créé un État français moderne, centralisé. Il a fait de la France la première puissance européenne, un phare culturel pour le monde entier. Mais de l'autre, il laisse un royaume en faillite, exsangue après des décennies de guerre et détesté par à peu près tous ses voisins. C'est un héritage tout en contraste, en lumière et en ombre. Et le plus lucide sur cet héritage, c'est peut-être Louis XIV lui-même. Sur son lit de mort, il s'adresse à son jeune héritier et lui donne ce conseil qui sonne presque comme un aveu, une confession, une phrase terrible en réalité sur le prix de sa propre gloire. Ce qui nous amène à une question qui dépasse le seul cas de Louis XIV. Le pouvoir absolu, c'est vrai, peut produire des choses grandioses, une gloire qui marque l'histoire. Versailles en est la preuve. Mais la question demeure, cette gloire vaut-elle le prix à payer? Le prix en argent, en vie humaine, en souffrance, vaut-elle l'épuisement de tout un peuple? La réponse n'est sans doute pas si simple.